À l'aube du 22 juin 1941, le capitaine Klaus Richter se tenait près d'un dépôt de carburant en Pologne occupée, observant les convois de camions de ravitaillement se dirigeant vers l'ouest, dans l'obscurité grandissante, vers la frontière soviétique. Il avait 28 ans et venait de Munich, où son grand-père dirigeait une entreprise de fret ferroviaire. Richter lui-même y avait étudié la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la logistique industrielle avant d'obtenir son brevet d'officier dans la Wehrmacht. Au cours des 20 mois précédents, il avait servi comme officier de transport, d'abord lors de la campagne de Norvège, puis dans les Balkans. Il était maintenant affecté au groupe d'armées Sud pour l'assaut contre l'Union soviétique qui allait commencer dans moins de 3 heures. Les véhicules qui défilaient devant lui transportaient des obus, de l'essence, des rations, des pièces de rechange, de l'équipement d'hôpital de campagne, tout ce dont les 3 millions de soldats allemands auraient besoin pour maintenir une offensive s'étendant sur des milliers de kilomètres de territoire russe. Richter comprenait les opérations de ravitaillement d'une manière que la plupart des commandants de première ligne ignoraient. Il savait que les batailles se gagnaient selon que les provisions atteignaient ou non les hommes qui en dépendaient. L'assaut stratégique le plus ingénieux était vain si les colonnes blindées tombaient en panne de carburant avant d'atteindre leurs objectifs. Les soldats les plus compétents du monde devenaient inutiles s'ils manquaient de munitions ou de nourriture. Richter avait étudié les campagnes militaires, notamment la poussée de Napoléon en Russie et la façon dont les échecs logistiques avaient conduit à ce désastre. Il identifia des similitudes troublantes entre 1812 et 1941, des signaux que la stratégie allemande semblait vouloir ignorer. Le défi fondamental était simple, mais semblait impossible compte tenu des réalités opérationnelles auxquelles l'Allemagne était confrontée. L'Union soviétique était vaste, avec des étendues qui éclipsaient tout ce que l'Allemagne avait rencontré en Pologne ou en France. L'infrastructure y était sous-développée par rapport à l'Europe de l'Ouest, avec peu de routes goudronnées et un réseau ferroviaire construit selon un écartement de voies différent de celui des chemins de fer allemands. La stratégie exigeait des troupes allemandes qu'elles progressent sur des centaines de kilomètres dès les premières semaines de l'offensive, avançant plus vite que les réseaux de distribution ne pouvaient être établis. Elle reposait sur l'hypothèse que les ressources soviétiques capturées viendraient compléter les chaînes d'approvisionnement allemandes. L'ensemble du dispositif s'appuyait sur le fait que les armées allemandes remporteraient des victoires rapides, anéantissant les forces soviétiques aux frontières et brisant leur défense avant que les limitations de ravitaillement ne deviennent critiques. Richter avait examiné les directives opérationnelles et avait identifié ce qu'il considérait comme une faille fatale. La stratégie prévoyait que les formations de chars effectueraient une poussée agressive, enfonçant profondément en territoire soviétique pour encercler les armées ennemies, tandis que les divisions d'infanterie marcheraient derrière pour occuper les territoires conquis et consolider les positions. Cela créa des lignes de distribution étendues, où les provisions devaient parcourir des centaines de kilomètres des terminaux de dépôt jusqu'aux formations de pointe. La stratégie supposait que ces lignes de distribution pourraient être maintenues par le transport motorisé, que les systèmes ferroviaires soviétiques capturés pourraient être modifiés rapidement aux spécifications allemandes, et que la résistance soviétique s'effondrerait suffisamment vite pour que les armées allemandes, en progression, ne dépassent pas leur capacité de ravitaillement. Richter jugeait ces hypothèses d'un optimisme confinant à l'irréalisme. La Wehrmacht disposait d'environ 500 000 véhicules motorisés pour l'assaut, ce qui semblait considérable jusqu'à ce que l'on calcule le nombre nécessaire pour ravitailler 3 millions de combattants avançant sur des étendues immenses. Chaque colonne motorisée partant d'un dépôt vers les formations de pointe consommait de l'essence pendant le trajet, de l'essence qui devait elle-même être transportée par d'autres véhicules, créant un cycle de ravitaillement où une grande partie de la capacité de transport était épuisée simplement pour acheminer le carburant nécessaire au fonctionnement des véhicules eux-mêmes. L'écartement des voies ferrées soviétiques était plus large que la norme allemande, ce qui signifiait que les chemins de fer capturés ne pouvaient être utilisés sans soit modifier l'écartement, une procédure longue nécessitant des machines spécialisées et de la main-d'œuvre, soit utiliser des wagons soviétiques capturés, ce qui impliquait de dépendre d'un matériel potentiellement endommagé ou dégradé. Plus important encore, la stratégie ne contenait aucun plan de secours pour ce qui se passerait si la résistance soviétique ne s'effondrait pas rapidement, si l'armée rouge persistait à combattre malgré des pertes dévastatrices, si l'offensive se prolongeait jusqu'à l'hiver sans victoire décisive. Richter avait exprimé ses appréhensions à ses officiers supérieurs. Il lui avait été signifié, parfois directement, parfois par un silence glacial qui suggérait que ses perspectives étaient indésirables, que son rôle était d'exécuter la stratégie, non de la remettre en question.
On lui avait dit que l'excellence opérationnelle des commandants allemands surmonterait les limitations de ravitaillement, et que douter du succès de l'assaut était un pessimisme qui frôlait insubordination. Richter s'acquitta donc de ses fonctions. Il organisa les colonnes de transport, il assura la liaison avec les autorités ferroviaires pour organiser les expéditions de ravitaillement, il surveillait les stocks d'obus, d'essence et de provisions, il calcula les taux de consommation et les horaires de transport, et il observa l'assaut se dérouler initialement comme prévu, avec des succès tactiques remarquables qui semblaient confirmer la théorie opérationnelle, tandis que les fondations logistiques se dégradaient progressivement par des moyens qui n'étaient pas immédiatement apparents, mais qui finiraient par s'avérer dévastateurs. Les premières semaines de l'opération Barbarossa furent un triomphe tactique. Les formations de chars allemands s'enfoncèrent sur des centaines de kilomètres en territoire soviétique, d'énormes encerclements à Bialystok, Smolensk et Ouman capturèrent des centaines de milliers de combattants soviétiques. L'aviation soviétique fut anéantie en grande quantité, l'armée rouge semblait au bord de la désintégration. Les commandants allemands parlaient avec optimisme de mettre fin à l'offensive avant l'hiver. Hitler organisait déjà la célébration de la victoire. Mais Richter observait des signaux alternatifs. Les véhicules motorisés censés maintenir les lignes de distribution tombaient en panne à des fréquences plus élevées que prévues. Les routes soviétiques, déjà inadéquates, s'effondraient sous le mouvement militaire intensif. Les pluies estivales transformaient les chemins de terre en bourbiers que les véhicules ne pouvaient peu traverser. La consommation d'essence dépassait les estimations car les machines parcouraient de plus grandes distances que prévu et le déplacement en route consommant plus d'essence que le déplacement sur route revêtue. Les pièces de rechange pour les véhicules devinrent rares car l'appareil de distribution privilégiait les obus et l'essence plutôt que les ressources d'entretien. L'avancée elle-même consommait les provisions plus rapidement qu'elles ne pouvaient être transportées. Les formations de chars qui s'élançaient devant les colonnes de transport tombaient en panne d'essence et devaient s'arrêter pour se ravitailler avant de reprendre les opérations. Les divisions d'infanterie, censées suivre, dépendaient de plus en plus des véhicules pour se déplacer, car les distances étaient trop vastes pour être parcourues à pied à la vitesse exigée par la stratégie. Les formations d'artillerie consommaient des obus à des fréquences supérieures à l'approvisionnement, car la résistance soviétique, bien que souvent infructueuse tactiquement, exigeait des bombardements continus pour être neutralisée. La section de Richter, responsable des opérations de distribution dans une zone du groupe d'armées sud, luttait pour maintenir les horaires de transport. Il travaillait par équipe de 18 heures pour trouver des solutions à des problèmes qui n'avaient pas été anticipés. Lorsque les véhicules tombaient en panne, il récupérait des pièces sur d'autres machines. Lorsque l'essence devenait rare, il privilégiait les livraisons ou formations combattantes et laissait les formations auxiliaires à l'arrêt. Lorsque les chemins de fer soviétiques capturés ne pouvaient pas être modifiés assez rapidement, ils assemblaient d'énormes trains de distribution tirés par des chevaux, comme une relique d'une époque révolue. Le dispositif fonctionnait à peine, soutenu par les efforts frénétiques des logisticiens qui comprenaient qu'une panne signifiait que les combattants de première ligne se retrouveraient sans munitions ni provisions. Mais fonctionner à peine n'était pas suffisant pour les objectifs stratégiques. En septembre, à peine 2 mois après le début de l'offensive, l'avancée avait visiblement ralenti. Non pas parce que les armées allemandes étaient vaincues tactiquement, mais parce qu'elles dépassaient leur capacité de ravitaillement. Des divisions de chars restaient inactives en attente d'essence. Les divisions d'infanterie rationnaient les obus, car le réapprovisionnement n'arrivait pas à temps. La Luftwaffe réduisait la fréquence des missions, car l'essence d'aviation manquait sur les terrains d'aviation avancés. Le symptôme était une vitesse opérationnelle réduite, la cause était des lignes de distribution qui s'étendaient au-delà de ce qui était viable. Richter consigna ces défis dans des communications à l'échelon supérieur. Il y incluait des calculs détaillés démontrant que la dégradation des véhicules signifiait que la capacité de transport diminuait de semaine en semaine, que la consommation d'essence pour les opérations de distribution épuisait un pourcentage croissant du carburant disponible, que la modification des chemins de fer progressait trop lentement pour compenser la diminution de la capacité des véhicules, et que l'ensemble du dispositif s'effondrait à moins que l'avancée ne soit stoppée pour permettre aux opérations de ravitaillement de se rétablir. Ces communications furent reçues mais ignorées. Les commandants opérationnels ne voulaient pas reconnaître les limitations de ravitaillement. Ils croyaient qu'un assaut de plus, un encerclement de plus, briserait la résistance soviétique et mettrait fin à l'offensive. Les opérations de ravitaillement pourraient se rétablir après que la victoire soit assurée. La décision de persister dans les actions offensives malgré les limitations de ravitaillement, prises de manière constante par les commandants allemands, de Hitler ou chef d'armée, durant l'été et automne 1941, fut l'erreur qui coûterait à l'Allemagne la campagne de l'Est.
Non pas une seule et spectaculaire bévue, mais une série de choix qui privilégiaient les avantages tactiques immédiats sur les actions viables, qui ignoraient les réalités logistiques à la poursuite d'objectifs opérationnels, supposant que les problèmes se résolveraient d'eux-mêmes par la victoire, plutôt que d'exiger des solutions méthodiques. Les conséquences devinrent évidentes lors de la progression sur Moscou en octobre et novembre. Le groupe d'armées centre lança l'opération Typhon, l'assaut prévu pour prendre la capitale soviétique avant l'hiver. L'opération obtint un succès tactique initial, encerclant d'autres armées soviétiques et progressant jusqu'à apercevoir la périphérie de Moscou, mais la situation logistique avait atteint des proportions critiques. Les lignes de distribution s'étendaient désormais des terminaux de dépôt en Pologne et en Russie occidentale jusqu'aux formations de pointe, distantes de centaines de kilomètres. La dégradation des véhicules signifiait que la capacité de transport disponible n'était peut-être que la moitié de ce qu'elle était en juin. Les pénuries d'essence étaient critiques. Les divisions de chars ne recevaient suffisamment de carburant que pour des actions limitées. L'approvisionnement en obus était erratique, certaines formations étant surapprovisionnées, tandis que d'autres opéraient en sévère pénurie. Et puis l'hiver arriva, non pas progressivement, mais brutalement, les températures chutant de la douceur automnale à des niveaux sub-zéro en quelques jours. L'armée allemande n'était pas préparée. L'équipement d'hiver, les vêtements d'hiver, l'antigel pour les machines, les huiles pour basse température, toutes les ressources nécessaires aux opérations hivernales n'avaient pas été privilégiées, car l'offensive était censée se terminer avant l'hiver. Certaines de ces provisions existaient dans des entrepôts en Allemagne, mais les transporter sur la zone de combat exigeait une capacité de transport qui était déjà insuffisante pour acheminer des provisions de base, comme les obus et l'essence. Par conséquent, les combattants allemands se battirent avec des uniformes conçus pour des températures modérées, utilisèrent des machines qui gelaient et ne démarraient pas, employèrent des armes qui fonctionnaient mal par grand froid et subirent des engelures et des blessures dues au froid qui réduisirent leur capacité de combat autant que les actions ennemies. Richter vit le dispositif de distribution, que lui et des milliers d'autres logisticiens avaient lutté pour maintenir en vie pendant l'été et l'automne, s'effondrer finalement sous la pression combinée de lignes de distribution trop étendues, d'une capacité de transport insuffisante, des températures hivernales et des contre-attaques soviétiques qui perturbaient l'arrière. Les colonnes qui parcouraient la distance entre les dépôts et les formations de pointe en 3 jours nécessitaient désormais une semaine, ou ne pouvaient pas terminer le trajet du tout, car les machines tombaient en panne par temps froid ou parce que les résistants soviétiques attaquaient les trains de distribution isolés. Les chemins de fer, censés acheminer les provisions vers les dépôts avancés, ne pouvaient pas fonctionner parce que les locomotives gelaient ou que les voies étaient endommagées. Les accumulations de provisions dans les dépôts devinrent des goulots d'étranglement où les provisions s'entassaient mais ne pouvaient être transportées vers l'avant, car les véhicules n'étaient pas disponibles ou ne pouvaient pas fonctionner dans des conditions hivernales. La conséquence opérationnelle fut immédiate et critique. Les formations allemandes au front manquaient de provisions. Les combattants survivaient à des rations réduites, ne mangeant parfois qu'une seule fois par jour. Les obus étaient alloués strictement, les tirs d'artillerie étant interdits sauf en cas de crise défensive. Les pénuries d'essence paralysaient les machines, transformant les divisions de chars en dispositions défensives fixes. Les provisions médicales s'épuisaient, ce qui signifiait que les blessés ne pouvaient être traités de manière adéquate. L'assaut vers Moscou s'arrêta, non pas parce que les défenses soviétiques étaient impénétrables, mais parce que les armées allemandes ne pouvaient physiquement pas continuer à attaquer sans provisions. Et c'est alors que les soviétiques contre-attaquèrent. En décembre 1941, les armées soviétiques maintenues en réserve lancèrent des assauts le long de divers secteurs du front, frappant des armées allemandes qui étaient épuisées, sous-ravitaillées et gelées. Les formations allemandes se retirèrent, parfois en panique, abandonnant des machines qu'elles ne pouvaient pas emporter faute d'essence, laissant derrière elles des blessés qu'elles ne pouvaient pas évacuer, subissant des pertes dévastatrices dues au froid autant qu'au combat. La retraite fut désorganisée et coûteuse. Stoppée uniquement par des positions défensives désespérées et les directives d'Hitler interdisant tout repli supplémentaire. La section de Richter se retira avec le reste de son armée, abandonnant des accumulations de provisions qui ne pouvaient être évacuées, détruisant des stocks d'obus et d'essence plutôt que de les laisser aux soviétiques, essayant de maintenir une certaine apparence d'opération de ravitaillement organisée dans des conditions auxquelles ils n'étaient absolument pas préparés. L'expérience fut éprouvante pour les logisticiens qui s'étaient efforcés de maintenir le dispositif de distribution en marche et qui voyaient maintenant ce dispositif s'effondrer malgré leurs efforts. Non pas parce qu'ils avaient échoué dans leurs responsabilités, mais parce qu'on leur avait confié une mission impossible avec des ressources insuffisantes. La crise hivernale de 1941-1942 fut surmontée de justesse. Les armées allemandes stabilisèrent le front, maintinrent des dispositions défensives pendant l'hiver et se rétablirent suffisamment au printemps pour reprendre des actions offensives limitées. Mais les problèmes logistiques fondamentaux qui avaient engendré la crise n'avaient pas été éliminés.
L'appareil de distribution dépendait toujours d'une capacité de véhicule insuffisante. Les chemins de fer étaient toujours limités par les problèmes de modification d'écartement. Les lignes de distribution s'étendaient toujours sur des étendues immenses. Et la doctrine opérationnelle de la Wehrmacht privilégiait toujours les objectifs tactiques et opérationnels par rapport à la viabilité logistique. Richter passa l'hiver 1941-1942 dans un entrepôt de provisions près de Kharkov, organisant la fusion et la redistribution des provisions qui s'étaient accumulées à l'arrière parce qu'elles ne pouvaient pas être transportées vers le front. Il travaillait dans des bâtiments non chauffés, porta tous les vêtements qu'il possédait, subit des engelures mineures qui étaient considérées comme insignifiantes par rapport au cas critique d'engelure qui entraînait des amputations, et méditait constamment sur la manière dont cette catastrophe aurait pu être évitée. La réponse était évidente, mais désagréable. L'assaut aurait dû être conçu en fonction des capacités de ravitaillement plutôt qu'en fonction des aspirations opérationnelles. L'avancée aurait dû être stoppée lorsque les lignes de distribution devenaient trop étendues, plutôt que de persister dans l'espoir que la victoire serait assurée avant que les opérations logistiques ne deviennent un facteur limitant. Les préparatifs hivernaux auraient dû être privilégiés, même si cela signifiait réduire les distributions de but ou d'essence. La production de véhicules aurait dû être augmentée et leur dégradation diminuée par un meilleur entretien et une vitesse opérationnelle moins exigeante. Aucune de ces mesures correctives ne fut mise en œuvre de manière méthodique. Certaines améliorations furent apportées. La production de véhicules augmenta modérément. La modification des chemins de fer s'accéléra. Les procédures de distribution furent affinées sur la base d'une expérience douloureuse. Mais la méthodologie fondamentale ne changea pas. La doctrine allemande continuait de supposer que l'excellence opérationnelle pouvait surmonter les limitations logistiques, que les succès tactiques créeraient des conditions où les problèmes de ravitaillement deviendraient gérables, et que la Wehrmacht pourrait maintenir des opérations sur un ravitaillement insuffisant grâce à l'improvisation et aux efforts exceptionnels du personnel à tous les niveaux. L'offensive estivale de 1942, l'Opération Bleue, démontra que le commandement allemand n'avait rien appris de la crise logistique de l'année précédente. La stratégie prévoyait un assaut massif vers les champs de pétrole du Caucase et Stalingrad, des opérations qui étendraient les lignes de distribution encore plus que l'avancée de 1941 sur Moscou, à travers un paysage encore plus sous-développé, avec des objectifs situés à des centaines de kilomètres des systèmes ferroviaires existants. Richter, désormais lieutenant-colonel responsable des opérations de distribution pour une armée entière, examina les directives opérationnelles avec une appréhension croissante. Les exigences de ravitaillement étaient écrasantes, et les ressources disponibles étaient insuffisantes. Mais lorsqu'il exprima ses craintes, il reçut les mêmes réponses qu'en 1941. Exécuter la stratégie, ne pas la remettre en question, avoir confiance que la réussite opérationnelle créerait des conditions où les problèmes de ravitaillement pourraient se rétablir. L'assaut réussit tactiquement au début, obtenant les encerclements remarquables et les gains territoriaux habituels. Mais en août 1942, le même schéma qu'en 1941 se répétait. Les lignes de distribution étaient trop étendues. La dégradation des véhicules réduisait la capacité de transport, les pénuries d'essence ralentissaient les opérations, les formations de pointe dépassaient leur capacité de ravitaillement, et la réponse du haut commandement était la même: persister à attaquer. La victoire est proche. Le ravitaillement sera maintenu par l'improvisation. La formation de Richter atteignit le fleuve Don au sud de Voronezh en septembre 1942. L'avancée avait parcouru plus de 900 km en moins de 4 mois. La ligne de distribution allant du dépôt de la formation à ses formations de pointe s'étendait sur plus de 550 km, la majeure partie sur des routes à peine praticables. Maintenir cette ligne de distribution exigeait que chaque véhicule disponible fonctionne en permanence, et ce n'était toujours pas suffisant pour transporter tout ce dont la formation avait besoin. L'essence arrivait de manière erratique, l'approvisionnement d'obus était privilégié, mais cela signifiait que les autres provisions, y compris la nourriture et les vêtements d'hiver, étaient retardées. Les pièces d'entretien étaient rares, ce qui signifiait que les machines qui tombaient fréquemment en panne ne pouvaient pas être réparées. L'absurdité de la situation était que la formation de Richter était considérée comme adéquatement ravitaillée par rapport à certaines autres formations allemandes. Il y avait des formations qui étaient complètement coupées de tout ravitaillement pendant des jours, des formations qui étaient réduites à piller des stocks soviétiques capturés pour les obus et la nourriture, des formations qui n'avaient plus d'essence du tout et étaient effectivement paralysées. La Wehrmacht fonctionnait à la limite de l'effondrement logistique sur tout le front sud, maintenu uniquement par les improvisations désespérées des logisticiens et par le fait que les armées soviétiques souffraient également de problèmes de ravitaillement. Lorsque les soviétiques lancèrent l'opération Uranus en novembre 1942, encerclant la 6e armée allemande à Stalingrad, la cause immédiate était tactique. Les armées soviétiques pénétraient les forces roumaines qui étaient faibles et mal équipées.
Mais la cause fondamentale était logistique. Les forces roumaines étaient faibles parce que l'Allemagne ne pouvait pas les ravitailler suffisamment. Elles maintenaient des positions importantes, non pas parce qu'elles étaient les meilleures troupes disponibles, mais parce que les armées allemandes étaient affectées ailleurs et ne pouvaient être déplacées sans aggraver des problèmes logistiques non résolus. Lorsque l'encerclement se referma, piégeant 290 000 combattants allemands et roumains dans la poche de Stalingrad, la réaction fut de tenter un ravitaillement par avion, comme si les problèmes logistiques pouvaient être résolus en acheminant des provisions par les airs, plutôt qu'en construisant des lignes de distribution terrestre viables. Richter, dont la formation se trouvait à l'ouest de l'encerclement et participait à des tentatives de sauvetage infructueuses, observa la catastrophe de Stalingrad se dérouler avec un sentiment d'inéluctabilité. Le pont aérien ne pouvait fonctionner parce que les exigences de poids étaient impossibles à satisfaire avec les avions disponibles et parce que les températures hivernales rendaient l'aviation peu réplicable. Les tentatives de sauvetage ne purent aboutir parce que les armées affectées n'avaient pas assez d'essence ou d'obus pour maintenir les actions offensives sur les distances requises. La 6e armée encerclée ne pouvait s'échapper parce qu'elle n'avait pas d'essence pour ses machines et parce qu'Hitler interdisait d'abandonner les positions. Chaque décision aggrava la situation. Et chaque décision fut rendue nécessaire par les défaillances logistiques fondamentales qui s'étaient accumulées depuis juin 1941. L'anéantissement de la 6e armée à Stalingrad en février 1943 marquait le tournant du front de l'Est, l'instant où la défaite allemande devint probable, plutôt que simplement possible. Mais les racines de ce tournant étaient ancrées dans les choix faits en 1941 et 1942, des choix qui privilégiaient les objectifs opérationnels sur la viabilité logistique. Ignorer les limitations de ravitaillement à la poursuite de la victoire, présumer que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes plutôt qu'exiger des solutions méthodiques. Stalingrad était le symptôme. La maladie était la méthodologie de la Wehrmacht en matière de ravitaillement, qui traitait la logistique comme un problème à surmonter par l'improvisation plutôt qu'à une limitation fondamentale qui devrait chapeauter la planification opérationnelle. Richter passa 1943 et 1944 dans des efforts de plus en plus frénétiques pour maintenir les lignes de distribution pendant la retraite allemande vers l'ouest. Les problèmes logistiques ne s'améliorèrent pas. Ils se détériorèrent. Les avancées soviétiques capturaient les entrepôts de provisions et les chemins de fer. Les bombardements aériens alliés détruisaient les usines et les réseaux de transport en Allemagne. La production d'essence diminuait à mesure que les installations de carburant synthétique étaient attaquées et que les champs de pétrole roumains étaient perdus. La production de véhicules ne pouvait pas suivre le rythme des pertes. Et la Wehrmacht continuait de fonctionner comme si ces limitations n'existaient pas, lançant des contre-attaques qui épuisaient des provisions limitées sans obtenir de résultats viables, maintenant des positions qui créaient des goulots d'étranglement logistiques, refusant de raccourcir les lignes pour diminuer la pression sur le ravitaillement. La retraite elle-même créa de nouvelles difficultés logistiques, qui étaient encore plus difficiles à gérer que le soutien des actions offensives. Les formations en retraite avaient besoin d'essence pour se déplacer, elles avaient besoin d'obus pour mener des combats d'arrière-garde, elles avaient besoin de nourriture pour survivre. Mais l'appareil de distribution était optimisé pour transporter les provisions vers l'avant, vers les formations en progression, et non pour soutenir des retraites combattantes. Les provisions s'accumulaient dans des entrepôts qui étaient capturés par les avancées soviétiques avant de pouvoir être évacuées. Les formations étaient coupées de leurs colonnes de ravitaillement et devaient se ravitailler sur les stocks abandonnés. La structure de l'appareil de distribution se fragmenta à mesure que les unités étaient séparées et reconstruites constamment. Richter fut promu colonel en 1944 et se lui confiait la responsabilité des opérations de distribution pour une armée entière, non pas en raison d'un exploit particulier, mais parce que tant d'administrateurs logistiques supérieurs avaient été tués, capturés ou mutés que le personnel expérimenté était rare. Il était responsable du ravitaillement d'environ 120 000 combattants avec tout ce dont ils avaient besoin pour mener des opérations sur un front s'étendant sur des centaines de kilomètres. La tâche était impossible avec les ressources disponibles, mais c'était sa tâche, alors il accomplit au mieux de ses capacités. La tension constante était entre ce dont les formations avaient besoin, ce qu'il pouvait réalistement fournir et ce que le haut commandement lui ordonnait de transporter. Les formations demandaient des vêtements d'hiver, de l'essence, des obus, de la nourriture, des fournitures médicales, des pièces de rechange, des remplacements pour le matériel perdu. Richter pouvait fournir peut-être 55% des demandes déclarées, et souvent moins parce que la capacité de transport était insuffisante, parce que les provisions n'étaient pas disponibles dans les entrepôts, parce que les avancées soviétiques perturbaient les lignes de transport. Le haut commandement lui ordonnait de fournir 100% des demandes et de privilégier les actions offensives sur les dispositions défensives, de transporter l'essence pour les contre-attaques plutôt que d'accumuler des provisions pour les retraites, de maintenir des accumulations de provisions avancées dans des positions qui seraient manifestement capturées en quelques jours. Le décalage entre ce qui était ordonné et ce qui était réalisable engendrait des conflits constants.
Richter se disputa avec ses commandants au sujet des capacités de ravitaillement réalistes. Il documentait les limitations, le nombre de véhicules opérationnels, la consommation d'essence pour les opérations de distribution, le tonnage qui pouvait transiter par les chemins de fer disponibles, le temps nécessaire pour établir de nouvelles accumulations de provisions lorsque les précédentes étaient abandonnées. Ces arguments étaient généralement ignorés ou rejetés comme du pessimisme. Les commandants opérationnels ne voulaient pas reconnaître que leurs opérations planifiées ne pouvaient pas être suffisamment ravitaillées. Ils voulaient que la logistique soutienne les opérations et non que les opérations soient limitées par la logistique. La défaillance organisationnelle à intégrer la logistique dans la planification opérationnelle, l'erreur qui coûta à l'Allemagne le front de l'Est, perdura jusqu'en la fin. En 1945, alors que les armées soviétiques progressaient en Allemagne même, les formations de la Wehrmacht lançaient des contre-attaques avec un ravitaillement insuffisant, maintenaient des positions qu'elles ne pouvaient pas tenir et se retiraient en désordre lorsque la logistique s'écroulait. Le schéma qui avait commencé en 1941 avançait au-delà des lignes de distribution viables et supposait que la victoire résoudrait les problèmes de ravitaillement, persista même lorsque la victoire était impossible et que la seule approche rationnelle était de raccourcir les lignes et d'économiser les ressources pour une défense prolongée. Richter s'est rendu aux armées soviétiques en mai 1945, près de Dresde. Son armée s'était fragmentée lors de l'ultime assaut soviétique, les formations se dispersant, et les combattants soit se rendant, soit essayant de s'échapper vers l'ouest pour se rendre aux armées américaines. Richter resta avec les vestiges de sa colonne de ravitaillement jusqu'à ce que les chars soviétiques capturent leur position, puis se rendit avec son personnel. Il fut transporté vers l'est jusqu'à un point de rassemblement de prisonniers, puis transféré dans un camp de prisonniers en Union soviétique, où il passerait les 8 années suivantes. L'expérience du camp de prisonniers fut misérable, mais Richter la traversa avec la même méthodologie rigoureuse qui avait caractérisé sa fonction d'administrateur de distribution. Il économisa son énergie, évita les conflits, effectua sans plainte toute tâche qui lui était assignée et maintint sa santé aussi bien que les circonstances le permettaient. Il utilisa son expertise logistique pour améliorer l'organisation du camp, aidant les autorités soviétiques à établir une allocation plus efficace des provisions et des ressources aux détenus, ce qui lui valut de petits avantages qui amélioraient ses chances de survie. Pendant les longues années passées au camp, Richter méditait constamment sur ce qui avait mal tourné, sur les erreurs qui avaient coûté la guerre à l'Allemagne et la vie à des millions de personnes. L'analyse était simple. L'Allemagne avait tenté de conquérir l'Union soviétique avec une planification logistique insuffisante, avait ignoré les limitations de ravitaillement lors de la planification opérationnelle, avait privilégié les objectifs tactiques et opérationnels sur la viabilité logistique et avait persisté dans ces pratiques même après que leurs conséquences soient devenues dévastatrices. L'erreur spécifique qui coûta à l'Allemagne la campagne de l'Est, le seul choix que Richter identifia comme le plus lourd de conséquences, fut la décision en juin 1941 d'attaquer sans avoir résolu les problèmes logistiques fondamentaux qui rendaient le maintien d'opérations sur les vastes étendues soviétiques impossible avec les ressources disponibles. Chaque échec subséquent découlait de cette erreur initiale. Si la planification allemande avait conçu l'assaut autour des capacités de ravitaillement plutôt qu'autour d'aspirations opérationnelles, si les lignes de distribution avaient été maintenues suffisamment courtes pour être soutenables, si les assauts avaient été stoppés lorsque la logistique devenait trop tendue, si les ressources avaient été allouées à la construction d'une logistique viable au lieu d'étendre les actions offensives au-delà des limites supportables, le résultat aurait été différent. Pas nécessairement une victoire allemande, car les ressources et la détermination de l'Union soviétique auraient pu prévaloir de toute façon, mais certainement une autre guerre, une guerre où les armées allemandes auraient maintenu plus longtemps leur capacité de combat, où les succès tactiques auraient pu être exploités de manière viable, où les retraites auraient pu être menées de manière ordonnée plutôt qu'en déroute paniquée, où les provisions seraient restées suffisantes pour les combattants de première ligne. Une guerre où la logistique aurait soutenu les opérations plutôt que de les limiter constamment et de provoquer finalement l'effondrement opérationnel. Richter fut libéré de la détention soviétique en 1953 et retourna en Allemagne de l'Ouest. Il trouva un emploi dans une entreprise de transport, utilisant son expertise logistique dans le commerce civil. Il se maria, eut des enfants, construisit une vie paisible. Il parlait rarement de ses expériences de guerre, en partie parce que le sujet était douloureux, et en partie parce qu'il comprenait que la plupart des gens n'étaient pas intéressés par la logistique, qu'ils voulaient entendre parler de combat et d'héroïsme, et non de calcul de provisions et d'horaires de transport.
Mais occasionnellement, en discutant avec d'autres vétérans, ou lorsqu'il était interrogé par ses enfants sur la guerre, Richter expliquait ce qu'il avait appris, que la logistique compte plus que la tactique, que les limitations de ravitaillement déterminent quelles actions sont possibles, qu'ignorer la logistique ne la rend pas non pertinente, mais garantit plutôt qu'elle finira par engendrer l'échec, et que la plus grande erreur que l'Allemagne ait commise sur le front de l'Est fut la décision, en juin 1941, d'attaquer sans avoir résolu les problèmes logistiques fondamentaux qui rendaient le maintien d'opérations sur les vastes étendues soviétiques impossible avec les ressources disponibles.